et bonjour. Pour une fois, une petite intro un peu moins éclatée que les autres. Déjà, bonjour Mizu, bonjour Bitka et merci d'être avec nous ce soir. Vous l'avez compris, on va parler du FCSC, des challenges que nos deux nos deux invités de ce soir ont pu réaliser et les potentiels The Unintended Dead qu'ils ont subis finalement. Et contrairement à toutes les fois, je vais pas dire comment allez-vous messieurs, parce que personne ne sait répondre en même temps. Mizu, comment vas-tu ce soir? Bah écoute, super bien. Je passais une bonne journée, mes sujets de recherche avancent bien, donc tout va pour le mieux. Royal, on peut souhaiter que ça de mieux à un chercheur. C'est la santé, la famille et les freebies, le poon. Bitka, comment vas-tu? Bah écoute, ça va aussi, pareil, on est un peu fatigué du Google CTF de ce week-end, mais sinon ça va. Ça a bien tryhard Ouais, on a bien galéré avec Mizu justement sur des épreuves. On a un peu déçu de pas avoir eu la dernière, on était près du but, mais on est parti dans d'autres rabbit holes qui ont mené à des trucs cool, mais qui n'étaient pas la solution. La dernière du genre, la dernière épreuve qui vous manquait pour flush tout la dernière épreuve web sur laquelle vous êtes mis. La dernière web sur laquelle on s'était mis, on avait fini tout le reste. Ok. Non, parce que poncer tous les webs c'est une chose, et je vous sens capable. Poncer tout le Google CTF, ouais, vous êtes bon, mais ce serait quand même sacrément ambitieux. Surtout qu'il nous manquait la moitié de l'équipe ce week-end. Oh no. D'ailleurs, TFNS recrute plus Moins, non, là c'est moins, on recrute moins. On a trouvé du coup, grâce à tous les appels qu'on a fait, des gens pour remplir l'équipe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'ouverture publique, mais on est toujours ouvert à la discussion. Oui, il y a toujours moyen de faire le classique. Nous, je ne suis pas à la recherche, cependant, pour certains profils, on peut faire des exceptions. C'est ça, toujours. Est-ce que vous avez envie de vous raconter un petit truc avant qu'on se lance dans le dur, le temps que les gens arrivent? D'ailleurs, je me répète un peu, mais classique, bienvenue au nouveau, re-bienvenue à tous les petits réguliers que je vois passer, Goshko, Elwet, évidemment, Liloudou, Totoro et Mister Poptecal, un peu moins, mais welcome all, welcome back, et est-ce que vous avez envie de nous raconter les petites choses qui vous régaleraient? Bah écoute, pas spécialement. Moi je peux faire de la pub pour le hack qui est la semaine prochaine. Tout à fait. Pour ceux qui viennent, on pourra tous se voir là-bas. Et ça c'est cool. Enfin toi je sais que tu viens pas malheureusement. Mais non, ceux qui seront là-bas, ça sera un plaisir de rencontrer tout le monde. Et j'ai préparé un petit challenge comme tous les ans. Challenge finalisé évidemment. Tout à fait, il est tout prêt. Oui, écoute, c'est nous y sommes. Excellent. Mizu, un petit truc qui t'a fait rager ou vraiment un gros oui où tu t'es dit putain ça a refait ma semaine, c'est bon ça part? Bah, outre ceux que tu n'as pas le droit de dire évidemment. Ouais, bah en fait le truc c'est que là je suis toujours sur mes recherches d'Unpurify et ça me prend vraiment beaucoup de temps. Et le truc c'est que bah je peux pas vraiment en parler pour le moment vu qu'il y a rien de public. Mais ça avance et ça trouve des trucs sympas. Là juste avant le stream j'ai encore trouvé quelque chose de vraiment cool. J'ai vraiment hâte de pouvoir en parler un petit peu avec tout le monde. Petit CFP en préparation, je présume. Ouais, bah là je suis en train de préparer le CFP pour la Griac. Je suis un peu mauvais élève, je prends grave du temps à le faire et tout, même si j'ai que 2 pages. J'arrive pas à me focus dessus, j'ai trop envie de continuer ce que je cherche à côté. Mais ouais, Griac, et après faut que je vois, j'hésite entre 2 autres confs, faut que je réfléchisse. On le sait que les gens les plus chauds sont des fois pas les plus ponctuels et que les gens les plus ponctuels sont rarement les gens les plus chauds, sauf quelques exceptions qui arrivent à jouer sur les 2 tableaux, clairement. Et Hello Renek. Bon, bah on peut s'y mettre, je pense. Hein. C'est parti. Allons-y. Lequel de vous deux souhaite... Donc déjà, est-ce qu'on fait un petit quand même sum up avant de mettre du screen share, sauf si vous voulez appuyer le propos, de qu'est-ce que c'est que le FCSC, qu'est-ce qui s'est déroulé, quand, pourquoi, combien de challenges, quel type de participants, Ouais. Vas-y, bah attaque si tu veux. Ouais, pourquoi pas. Ça pourrait être sympa de partager le site de Acropole en même temps, comme ça donne en SCAT, un truc tu visuel. me lances un screen share? Ouais. L'un des deux. Moi ce soir c'est le stream relax, vraiment les deux ils sont... T'es là juste pour nous regarder. C'est ça, je n'ai pas de screen share, à la rigueur je donne mon avis ou même je me tais pour laisser place. Mais... Alors je setup juste bien mes screens pour pas partager n'importe quoi. Évidemment. D'ailleurs screen. D'ailleurs si jamais vous vous demandez pourquoi est-ce qu'on fait pas le partage d'une VM histoire d'être vraiment celle quand on est en stream, c'est tentant mais vu les ressources que ça prend chez moi pour streamer c'est compliqué et quand on a des guests sur laptop,
c'est compliqué aussi. La plus grosse partie de la régie étant en browser. Un poil complicado. C'est bon, Mizu, je change? Ouais, je crois que je te l'ai lancé normalement, c'est bon, ouais. All good. Bah écoutez, juste pour le contexte, déjà, juste qu'est-ce que le FCSC? C'est un CTF qui est organisé par l'ANSSI depuis maintenant 5 ans, il me semble. J'ai pas envie de dire de bêtises. Et qui a pour vocation, du coup, de qualifier une équipe qui représentera la France pour le CSC, qui est l'European Cyber Security Challenge, qui a lieu chaque année dans un nouveau pays et dans une nouvelle ville, et qui est finalement un petit peu la compétition, enfin le CTF européen, dans lequel chaque pays va être représenté, qui a lieu tous les ans et qui cible des étudiants et non étudiants entre 16 et 25 ans. Donc mix, on a vraiment de l'école comme du pro, que ce soit pro indep comme pro entreprise, où il y a quand même un coût à l'entrée quand on est en entreprise. Non, c'est tout le monde de la même enseigne. Welcome étoile, tant qu'il y a une qualification avant. En particularité aussi, c'est que c'est un CTF individuel. Ouais. C'est-à-dire qu'on est obligé de jouer en solo et que c'est le score, non pas général, mais ça compte, mais le score par catégorie qui va finalement définir si on est invité ou pas dans l'équipe pour jouer un rôle particulier. Ok, du genre c'est vraiment pour faire une équipe un peu balancée en termes de compétences. C'est ça. Pour avoir des bons reverseurs, des bons pawners, des bons web, des bons stéganographes. Je suis pas sûr que ça soit qualifiant. Bah il y a MISC. Ouais, mais il y a des catégories qui sont pas. C'est vrai. C'est du bonus. Et ça, en plus ça de change ça, en fonction des années en plus, ouais. En fonction de la qualité des chals qu'ils ont préparés et de comment ils se sentent sur chaque catégorie. Et les catégories peuvent varier d'un an à l'autre. Et en plus de ça, ils recherchent aussi des profils qui ont l'air d'être intéressants pour de l'attaque-défense, qui n'est pas testé durant le CTF, mais un petit peu sous la forme de challenge, de PK, de choses comme ça, un peu sous la forme de forensic, qui est quelque chose qu'on utilise souvent du coup en attaque-défense. Ok. Sur la partie attaque-défense, il y a quand même du pawn ou c'est plutôt du web parce que développer un exploit de pawn c'est beaucoup trop court Non, il y a tout en attaque-défense. Enfin, moi j'ai pas participé, mais Kevin oui. Ouais, bah il y a tout. Bah, après le truc c'est que je vais pas avoir une vision hyper représentative de comment ça se passe d'habitude parce que du coup j'ai été membre de l'équipe l'année dernière, mais du coup c'était organisé par la Norvège et c'était pas l'année où l'attaque défense s'est le mieux passé. En fait, genre sur l'intégralité de la journée, le truc a dû marcher peut-être qu'une demi-heure et encore. Donc assez difficile de se projeter sur l'attaque défense, mais pour ceux qui connaissent le Faust, c'est un petit peu la référence. Chaque année, ils essayent de tendre vers ce type d'événement. Ok. Ouais, après bon, un gros raté ça arrive. Là, c'est vrai qu'une demi-heure c'était sur un jour full ou c'était sur un peu plus d'un jour? C'était en gros l'année dernière. Après, le format encore une fois change tous les ans, mais on avait 2 jours de Jeopardy classique et une journée d'attaque défense. Okay. Et typiquement, l'attaque défense, les problématiques qu'il y avait eu, c'était surtout que c'était possible de RCE sur tous les services assez facilement. Et comme ils avaient eu du mal à lancer l'événement, vu qu'ils avaient eu des soucis d'infrastructure, quand ça a commencé, tout le monde s'est pawn et il n'y a plus rien qui marchait. La jungle, en vrai c'est rigolo. C'était compliqué. C'est chaotique, mais bon, ouais, ça peut un peu ruiner un event, je pense. Bah ouais, ça avait pas mal bougé le classement, ouais. C'était complexe. Et ils l'ont quand même pris en compte, ils ont pas dit non-lieu parce que... Bah justement, en gros, après, je vais pas rentrer dans tous les dramas qu'il y avait eu sur place, mais la plupart des équipes avaient essayé de faire bouger les choses pour pas que ce soit compté, justement parce qu'en gros, ça s'était vraiment très mal passé, même le moment où ça commençait réellement, parce que t'as une période où t'es vraiment en mode défense et tu analyses ton propre code avant d'attaquer les joueurs. Le timing de switch vers l'attaque, il avait même pas été prévenu. Donc en plus, vu que ça a pas duré très longtemps, tout est vite tombé et il y en a qui ont même pas pu essayer d'attaquer. Et non, en gros, il y a aussi le côté réputation de la Norvège qui était en jeu, quoi. Ils pouvaient difficilement, avec tous les partenaires, annuler l'épreuve. Et la décision finale, c'est que c'est resté. Et les points, ça a un peu cassé le classement, mais ils n'avaient pas eu trop le choix. Bon, ils auraient pu le laisser avec un gros coefficient de type entre 0 et 1 pour l'atténuer, quoi. Mais ouais, non, malheureusement, ça a compté pour 50%, je crois. Ouais, c'est quand même conséquent. Ouais. C'est le jeu, I guess. Ok, donc on a vu un petit peu ce que c'était. Là, est-ce qu'il y a encore possibilité de participer au FCSC? Est-ce que c'est trop tard? Pour cette année, c'est trop tard, mais l'année prochaine, il y a un nouvel événement qui aura lieu comme tous les ans.
Là, l'équipe de France a déjà été sélectionnée en fait. Ok. Bon bah du coup, parlons donc des challenges. Ouais. Est-ce que vous nous faites un petit récap avant de combien de challenges vous avez fait tous les deux et quelles ont été les surprises pour qu'on donne un petit peu un forecast de qu'est-ce qu'on va voir pendant les 2h30 à venir. Alors, tous les deux, on a été... Je vais peut-être parler un peu avant qu'on s'est retrouvés là. Oui, carrément. Nous, en fait, on n'est pas de l'Annecy. Avec Kevin, on a invité de l'extérieur pour écrire des challenges. En fait, on a donc j'ai un de mon teammate Xer qui fait partie de TFNS depuis le début, qui avait été qualifié la première année, je crois, pour le FCFC, ou une des premières années. Et une année, il leur manquait des challmakers pour faire des challenges de Poon. Il lui avait demandé de l'aide. Donc, il avait participé comme ça en tant que guest, le premier guest qui n'était pas de l'Annecy pour faire ça. Et ensuite, l'année suivante, ils se sont retrouvés un peu dans l'embarras parce qu'il leur manquait des challenges web et ils ont fait appel à moi. Donc, j'ai fait les challenges web l'année dernière. Et cette année, c'était encore à moi de m'y coller. Enfin, m'y coller, c'est quelque chose que je fais avec plaisir. C'est un plaisir quand même. Et du coup, j'ai demandé un coup de main à Mizu pour à la fois tester mes chals, mais aussi en écrire la moitié, quoi. Histoire que je sois pas tout seul et qu'on puisse. C'est de la collaboration, cool. C'est de la sous-traitance. Non, c'est de la collab parce qu'on a chacun fait à peu près la moitié des chals. Ouais. Et en vrai, c'était vraiment cool d'avoir quelqu'un pour les tester. Et malgré ça, vous allez voir qu'il y a eu des bypass qui sont que nous on a raté l'un et l'autre, quoi. Ah, toujours, hein, on a beau. En fait, on a tellement été éduqués, je trouve, à trouver une faille pour avoir notre Saint Graal, RCE ou Exploit Critique que choper l'exhaustivité, c'est pas. Ouais. Enfin, on l'aura jamais, mais ne serait-ce qu'essayer d'y tendre, c'est rarement trivial. Ouais, et ce qui est hyper dur aussi, c'est quand tu essayes de développer un challenge qui est très complexe, tu vas garder en tête toute ton exploitation compliquée du challenge. Et des fois, de par ce raisonnement, tu vas oublier des trucs vraiment tout bêtes. Et finalement, ça coupe complètement le challenge et puis il peut se faire hyper vite, quoi. C'est assez dommage, mais c'est difficile, ouais. Avant de vous laisser partir sur la FCSC, clairement, je me vois dans ce que vous dites. Des challenges que j'avais fait où il y avait vraiment une chaîne super complexe. Donc, c'était à l'époque de Kong, la sandbox Lua, machin. Pas bypasser la sandbox, mais faire des tunnels avec ça, avec des objets pollués, etc. La chaîne était trop cool. Et en gros, pour avoir un chal stable, ce qu'on veut vraiment offrir en tant que créateur de challenge, j'avais fait un système qui, toutes les demi-heures, allait tenter de le solve et me notifiait en cas d'échec de solve ou autre. Quel plaisir de me rendre compte qu'en fait, il y avait des outils qui permettaient de dumper la config remote et donc de littéralement cut la solution en intégralité. Et donc il y a quand même une personne qui l'a eu de cette manière via le Nintendo. GG à lui, il se reconnaîtra s'il est là. Et les autres qui vont juste vu passer des payloads sans jamais se dire tiens, et si je regardais un petit peu. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu. Clairement. Et ben on peut parler un peu des challenges si tu veux. Oui, faisons ça. Avec. Ah, zut, c'est pas l'écran. Lequel de vous souhaite commencer? N'importe. Est-ce qu'on parle de tous les challenges? Est-ce qu'on parle peut-être des challenges les plus compliqués qu'on a fait? Ou est-ce qu'on parle... Vous connaissant, je pense qu'on peut se focus sur les plus compliqués. Ouais. Ou en tout cas les plus intéressants, parce que les trucs que vous avez voulu vraiment faire passer en termes de petits tricks ou autres, parce qu'on part sur 2h30, peut-être un peu plus si on dérape, le classique. Je pense qu'on pourra combler avec des simples s'il y a besoin à la fin, quoi. On peut peut-être commencer du coup pour lancer le truc par la grosse Nintendo du challenge facile. Ouais, en termes de Nintendo, c'est vraiment le truc le plus. Tu peux te montrer, je sais pas si tu l'as encore le fichier. Je vais essayer de chercher. Je suis pas sûr en vrai parce que du coup tout avait été update et ouais. Donc en gros pour ceux qui ont participé au FCSC, ils ont peut-être vu un petit peu passer, c'était sur un challenge qui s'appelle Course Playground. Pour résumer très rapidement le challenge, mais il n'y a pas vraiment d'intérêt de compréhension vis-à-vis de ce qui s'est déroulé derrière. Mais c'était un challenge où l'objectif c'était d'exploiter un Trix sur Nginx qui prend parti d'un header de réponse qui s'appelle Xaxel pour récupérer des fichiers sur la machine directement via le Nginx. Et du coup pour ce challenge, mon objectif c'était de forcer le joueur à récupérer un point env qui contenait l'ensemble des variables d'environnement qui te permettaient de créer un cookie sur le Express et de devenir administrateur et d'enchaîner sur la suite du challenge. Donc file read tout ATO par forger les sessions. C'est ça, forger exactement. Les tokens. Ok. Et du coup, première unintended,
pour être honnête, je sais pas trop comment ça s'est passé, mais on a des makefiles du coup sur le GitLab en interne. Et le jour J, je me fais contacter par Xanax qui me dit trop bien ton challenge et tout, et qui m'explique comment il a fait, et il me dit qu'en gros, dans le zip, il y avait le point .env. Donc là, genre d'un seul coup, je me dis merde, qu'est-ce qui s'est passé quoi? Surtout qu'il la flag vraiment en 2 minutes, donc je trouvais ça hyper étonnant. En gros, il y a bypass toute la partie file read. Ouais, c'est ça. Enfin, toute la partie intéressante du challenge finalement. Enfin, ouais. La partie mais clairement, connue. Et du coup, en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a dû avoir des updates, je pense, sur le GitLab. C'était peut-être moi, honnêtement, je sais pas du tout. T'as pas post-mortem en vrai, c'est sûrement moi, hein, c'est moi qui l'ai développé, mais je sais pas, non. Et du coup, on a update ça, donc j'ai update ça un peu dans le rush. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai update le makefile pour faire en sorte de rename le .env et de supprimer tous les fichiers, mais dans le makefile. Le problème, c'est que je me suis retrouvé en gros, t'avais le .env de base. Ouais. Donc c'est celui qui contient ce qui va être en prod. T'avais le .env pour les joueurs, et le makefile, il générait un zip, et dans le zip, il overwritait le .env exemple, donc des joueurs, par le .env de base. Donc, ah oui, bien. Tu fais un zip, tu vois rien. C'est-à-dire que t'as vraiment le bon .env, mais tu l'ouvres en graphique, t'en as 2. Oui, ou tu le ZK, tu fais un coup de binwalk ou équivalent, et... C'est ça. Et en fait, t'as fait un revamp des challenges layer Docker. En plus, je crois que quand tu unzip, t'as un petit warning qui passe, mais personne lit les messages de zip quand tu unzip. Donc, il dit chat est overwrite, mais il n'y a pas de. C'est fâcheux. Enfin, ouais, on l'a pas vu quoi. Et on a mis grave du temps parce que du coup, moi j'ai fait ça, je fais tous mes tests, je vois rien. Et je crois que le truc, sans abuser, on a mis peut-être une journée à le détecter parce qu'en gros, les joueurs ne nous le disaient pas. Et apparemment, il y a peut-être eu des flags vis-à-vis de ça, on sait pas trop. On va pas jeter la pierre, mais du coup, quand j'ai appris le truc, je me sentais hyper bête, quoi. J'étais en mode merde. Alors, comme ça, très cher Misu, vous adorez faire des chats de forensic. C'était littéralement ça, ouais. Ok. Bon, c'est un petit raté. Ça arrive, ouais. Mais je comprends pas, genre en gros, tu faisais un zip et ensuite t'allais manuellement ajouter du contenu à ce zip existant? Non, je crois que c'était via sed dans le makefile. Je modifiais le zip lui-même en fait. Pourquoi? Parce que le makefile était déjà set comme ça et du coup j'ai juste repris ce qu'il y avait sur le GitLab et j'ai modifié une ligne pour pas casser tout ce qui avait été fait pour le FCSC. Ouais. Ok, design intéressant, error prone du coup. Mais après là, ouais, c'est my bad. Hein. Je savais même pas en fait, pour être honnête, que ça pouvait faire ça. J'étais vraiment persuadé de ça va pas écraser. En fait, le comportement bizarre, c'est qu'on avait dans un zip 2 fichiers avec le même nom, mais pas le même contenu quoi. Dans le même zip. Donc quand il s'unzip, il s'écrase dans l'autre, mais. C'est intéressant. En vrai, je suis sûr que ça, dans un challenge simple, mais vraiment où c'est le but du challenge, il y a tellement de gens qui passeraient à côté. Bon, c'est sûr. Clairement, ouais. Une fois que tu fais un binwalk ou que tu fais un ZK, tu te rends compte qu'il y a des conflits, mais si juste tu unzip et que tu commences ton challenge en te disant bon, le contenu challenge c'est dans le zip et pas c'est le zip, t'as cramé 4 heures. Je deviens fou à celui qui me fait ce challenge là où il s'appelle chal.zip, tu l'unzip, dedans t'as un chal.bin, mais en fait c'est pas le bon chal.bin, il y en avait déjà un autre avant. Dedans t'as une lipsé, mais genre la lipsé. Ouais, non, je pense que je passerai pas un bon moment sur ce challenge. Après, si t'es sur Windows, t'es avantagé. Parce que du coup, vu qu'ils sont tout en graphique, tout ce qui était sur Windows, ils l'ont vu direct. Ceux qui n'ont pas fait clic droit unzip et qui ont double-clic sur le fichier. C'est pas si souvent qu'il y ait des challenges. Bon, je dis pas que les gens sous Windows sont plus novices, les gens sous Linux sont forts, il y a vraiment, suivant les domaines, suivant les besoins, chacun fait sa life, voilà. Mais quelqu'un qui va installer pour la première fois, c'est rare qu'il soit déjà sur Linux. Pour un first timer qui découvre le hack et tout, et du coup le côté c'est les nouveaux qui sont un petit peu avantagés sur ce genre de challenge, c'est rigolo. Ouais, pour eux le challenge devait pas être trop dur, se dire c'est bon. Ouais. Parce que cette année le web était particulièrement difficile, peut-être même un peu trop, je pense surtout pour les premiers challenges, c'est-à-dire que la fin ça restera toujours aussi dur, mais le début était peut-être un petit peu corsé pour les novices quoi. Après, mais on en a pris note et on essaiera de faire attention l'année prochaine. Mais c'est juste que c'est moins fun de designer des challenges faciles que des challenges difficiles. Pour du simple, ça devient assez dur de pas tomber dans les playbook examples qui ont déjà été faits 15 fois.
C'est que le FCSC, il a un autre but que de recruter l'équipe de France, c'est aussi de faire de l'entraînement pour les nouveaux et découvrir de nouvelles choses. Et on essaie de se forcer au maximum de faire des challenges qui soient des choses de nouvelles. On veut pas que les débutants ils aient des challenges qui soient juste des trucs qui soient connus. On veut qu'ils apprennent des choses qu'ils découvrent par eux-mêmes, mais que ce soit pas juste le copier-coller d'une pelote sur internet. Ouais. Et malheureusement, c'est dur de trouver des trucs faciles qui sont pas déjà très connus ou pas déjà utilisés dans d'autres CTF, etc. Ou alors faut de la N-Day sans POC, où il faut se creuser un peu la tête et espérer que le POC sorte pas 2 jours avant le CTF. Pour des vrais débutants, c'est... ça dépend, N-Day, t'as des trucs des fois, tu vois, XSS sur un paramètre d'un framework open source, pas maintenu depuis des années, tu dis bon... Après, le risque de faire une N-Day, c'est aussi une contrainte indirecte qu'il y a avec le FCSC, c'est que les challenges, on peut pas les faire genre 2 semaines avant. Et si tu fais ton chal 2 mois à l'avance et que la ND entre temps il y a un POC qui sort, t'es un peu feinté, ouais. J'allais dire, tu prends un truc où il y a déjà eu une faille triviale et un patch trivial médobé pour que les gens fassent un bypass, mais du coup c'est de la 0 day, ça ne marche plus. On n'a pas le droit au 0 day. C'est l'ANSI refuse catégoriquement, ça n'a pas évidemment. On est censé les report, les 0 day. Oui, tout le monde, oui. Eh ben c'est la merde. Écoute, c'est pas simple au Présume en effet de sortir des sentiers battus tout en restant un peu abordable. Non, ouais, c'est pas évident. Mais bon, on essaie de faire des choses. Pareil, moi, Mizu est venu me faire un coup de main. Il m'a fait une épreuve de notes XSS. Et j'ai dit les épreuves de notes en tant que leader des épreuves web, je refuse. On en a vu trop. Attends, je l'ai pas. Une épreuve de notes, genre créer une note, créer une note, voir une note. On les voit tout le temps en pawn, par exemple aussi, mais en web XSS, c'est très classique de t'as un dossier, tu peux écrire des notes et après aller voir les notes et l'XSS trigger ou trigger pas et voilà. Et c'est là où c'est le twist. En fait, c'était pas une XSS dans les notes. Le fait de pouvoir la créer, la modifier, la déplacer et augmenter la taille, c'était un UAF. Et oui. Donc là, on essaie d'éviter. Yep. Je vois qu'il y a quelqu'un qui me dit que l'année dernière, il y avait une 0 day dans Express. Alors, c'était pas vraiment une 0 day parce que, en gros, si on lit la doc d'Express, c'est un feature en fait d'Express de pouvoir passer ce genre de choses à la config est considérée comme étant quelque chose de secure et il y avait eu des reports pour dire attention c'est dangereux, mais en gros Express a répondu pour dire bah ouais, mais si vous utilisez notre lib n'importe comment, c'est normal que ce soit dangereux. Bah ouais. Et c'est un peu ce qu'il y a eu aussi cette année. J'ai fait une template injection dans Nunchuk JS. Template injection? Ouais. Donc c'est une des épreuves. Et c'est pas une technique, tu veux dire? Non, là cette année il y avait une épreuve de template injection et c'était la librairie. Template, mec, j'ai entendu Tempest Injection. Non, pardon, template. Ok, j'étais en mode Tempest, attaque VGA ou HDMI, il faut injecter des frames, qu'est-ce qui se passe? Et techniquement, là, le bug c'était une 0D dans le frameworks, mais en fait, en gros, c'est le fait de contrôler un template, c'est déjà en dehors du scope de la sécurité de la lib. Parce si on ouvre la lib, il y a un gros warning en haut de la lib pour dire attention, les templates, s'ils sont pas secure, s'ils viennent de l'extérieur, c'est pas safe, etc. Donc en fait, c'est une mauvaise situation de la lib qui déclenche finalement un bug qui existe toujours, mais qui est parce que j'utilise la lib n'importe comment. J'ai dû un peu négocier celui-là pour le faire passer. Non, parce que c'est. En vrai, j'avais mis les sécurités en plus. Pas 0 day. Ouais. Puis j'avais mis les sécurités en plus parce que normalement c'est même plus simple que ça de déclencher les RCE dans ce frameworks. Et j'avais acheté des sécurités pour que ça soit un bug un peu plus dur. Tu veux pas leur faire une PR si t'as déjà mis les sécurités? En vrai. Bah celles que j'ai mis en plus, elles sont pas très intéressantes, elles peuvent avoir des side effects un peu chiants. Ok. C'est-à-dire que je vais freeze des prototypes d'objets et de array. Et du coup le bug se déclenche. Enfin, il y avait une version très simple de déclencher les RCE en faisant un objet JS, point constructor, classique, d'aller récupérer le function constructor, de lui passer du code JS qui du coup va être eval. Et en fait, du coup, ça je l'ai remove, j'ai delete constructor depuis fonction et depuis tous les autres types de fonctions JS. Pour en effet, j'imagine que si ça se repose dessus et que c'est par ça que tu peux l'exploiter, il y a forcément des trucs qui vont péter si tu vires les building blocks du framework. Ouais, et puis même, c'est juste aller bouger, c'est même pas le framework, c'est aller modifier le fonctionnement de JS lui-même, quoi. C'est-à-dire aller supprimer les trucs des objets built-in, c'est toujours. Tu peux difficilement l'imposer, quoi. Enfin, il y a que React qui se le permet, je crois. Ah ouais?
Ouais, avec Next et React, ils ont remplacé Fetch par défaut pour faire des optis, et pendant un moment ils avaient replace d'autres trucs. Ils avaient replace date ou je sais plus quoi pour être automatiquement avec des time zones ou des machins comme ça. Ouais, entre good move, parce que du coup tu peux moins te tirer dans le pied, il y a plein de petits goodies qui vont bien, et dès que tu as le moindre bug, d'un coup t'impactes n'importe quoi qui voudrait utiliser ce que t'as fait. Ah oui, les gens étaient pas d'accord pour dire que c'était une bonne idée ou pas. Clivant. Ouais. Forcément. Bon, en tout cas, beau premier petit raté. Exotique. Ouais, un bon petit raté. Bon, ça c'était le premier jour que c'était découvert. Ouais, et par chance. Du coup, on a pu sortir une version corrigée ou on a carrément supprimé les flags sur celle-là? Non, on a supprimé les flags 2 fois de suite. Le premier jour, ça va, parce que le CTF dure 10 jours, qui est assez particulier pour un CTF. Supprimer les flags du genre, vous avez remis les points à zéro pour ce challenge-là et les équipes qui l'avaient flag, et dit maintenant que vous savez que vous avez la fin, mais retrouvez le maillon qui vous manque pour le flaguer en entier, c'est ça? C'est ça. En fait, c'était des gens qu'on connaissait aussi qui avaient solve, et on a pu voir avec eux et... Au moins, ils ont pas cramé de temps, genre c'est un maillon qu'ils avaient déjà, et sur le zip. C'est ça. C'est toujours un peu compliqué quand il y a des bypass, parce qu'on est toujours dans le débat de qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on enlève le flag? Du coup, la personne a peut-être investi beaucoup de temps dans ce bypass-là et se sent un peu roulé, quoi. Et puis, du coup, dans ce cas-là, on essaie de demander, mais s'il y a déjà eu plusieurs équipes qui ont flag, est-ce qu'on se rend compte après que c'est un bypass? C'est compliqué d'aller voir tout le monde pour leur dire, parce qu'ils ont peut-être dit, bah c'est bon, ça j'ai solve, pas besoin je peux aller partir en soirée, j'ai mes points. Ouais. Donc c'est pas ouf non plus. La version la mieux souvent, c'est de laisser le challenge tel quel et de sortir une version corrigée. Ah oui, bah oui. Comme ça, tout le monde peut flag avec l'Unintended s'ils veulent, et derrière il y a Par contre, quand on a une grosse CI avec de la taille du FCFC, c'est compliqué de pouvoir ajouter un challenge comme ça, quoi. Moi j'ai eu de la chance, mon challenge s'est fait bypasser tard finalement, je crois au bout de 4 jours ou quelque chose comme ça. Et après de longues négociations avec l'équipe d'infra, ils ont cédé et m'ont laissé ressortir une version revenge. Ok, c'est cool. De mon challenge. Mais, si je puis me permettre, du coup, ton challenge à toi s'est fait bypasser tard, alors que celui de Mizu s'est fait bypasser zip. Ouais. Je peux te le montrer du coup le challenge. Carrément. Tu m'envoies un screenshot? Ouais, je joue juste le truc et. Vas-y. Et si je peux, du coup, aussi en attendant qu'il ouvre, il y a aussi un autre truc qui peut être compliqué quand il y a une unintended, c'est que si tu sors un challenge revenge, potentiellement tu vas, vu que tu donnes les sources, donner indirectement la solution du premier challenge. Et du coup, en fonction du challenge, c'est un peu complexe. Entre les deux. Ouais. Bah t'as soit ça, soit si le challenge va se faire en black box, vu que le premier ils ont pu le péter facilement, bah le deuxième se fera en white box. Bon, même si de toute façon on fera l'apologie des challenges en white box autant qu'on pourra ici, je pense, tous les trois. Ouais. Mais ouais, c'est toujours compliqué à traiter. Et là, ce qui avait été fait, c'est qu'en gros, le challenge était ressorti et ils avaient fourni carrément le guide diff sur le premier. Comme il n'y a qu'une seule personne. C'est ça, et du coup, le challenge, vu qu'il était passé, il était censé être dans la catégorie en hard, mais avec du coup le diff, ça donnait le bug quasiment tout de suite. Et du coup, le challenge, on l'a déplacé en easy. Mais l'avantage que ça a eu, c'est que du coup, beaucoup de gens qui ont eu peur du challenge au départ ont fini par ouvrir le easy, ont trouvé le bug easy très facilement et en gros ont mis le pied dans le challenge. Et après, du coup, ont pu passer plus de temps sur la version hard parce qu'ils avaient déjà, entre guillemets, compris le code, ils avaient déjà passé un peu de temps dessus. Alors, du coup... Donc, système de revenge, plus ajuster quand même au maximum au cas par cas sur le type de challenge suivant ce qui... C'est ça. Vas-y, bah je peux mettre ton écran quand tu le veux. Tu dois le voir là. Ouais, non, c'est pour te passer. Je peux peut-être zoomer un peu plus. On va voir. Je ne peux pas te dire tant que je l'ai pas diffusé. C'est la surprise. Allez, j'envoie. C'est parti. Top. Tu peux le zoomer un poil plus, ouais. Genre, parfait. Excellent. Donc l'idée du challenge, c'était un chat que j'avais appelé Noise. Là, dans le coin, ça s'appelait Signal 2, c'est le nom du dev. L'idée, c'était d'avoir donc une application de chat chiffré, mais pas chiffré de bout en bout, juste chiffré. C'est-à-dire que quand on s'envoie des messages d'une personne à l'autre, on reçoit le cipher et pas le plain text. Et il n'y a aucun moyen de le déchiffrer. Donc c'est un peu stupide comme application, mais je me suis dit on allait enfin faire une application de chiffrement qui sera sécurisée. Sécurisée pour de vrai. Car non fonctionnel. Et car non fonctionnel. Bah,
fonctionnel. Oui, il y a juste un cahier des charges discutable. Voilà, et donc l'idée de l'application, c'était qu'on pouvait envoyer donc des messages et que le rendu des messages était fait du coup avec une lib de templating. Alors il faut que je retrouve où est-ce que c'est. Je dis sous mes templates. Ctrl P template. Non. Ouais. Non, je suis dans le bon chat au moins. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Mais attends, mais ça c'est une vieille version ou c'est quoi? Moi hier, les gars, vous avez bien préparé les challenges et tout, vérifiez que ça tourne sur votre machine. Ouais, de ouf. Moi aujourd'hui, leur challenge tourne pas. Parce que c'est du Svelte, c'était pas du Svelte, c'était du. J'ai changé entre temps. Je me disais, ça me disait rien. Ouais. Donc voilà, on a donc notre room avec notre chat et du coup on a des templates. Je pense que tu nous as screen share que ton VS Code. J'ai screen share que le VS Code et pas le bon. Et je change. Je repasse en facecam, je te laisse changer tranquillement avant de rebalancer ça. Non mais c'est bien. C'est quoi un stream sans imprévu finalement? C'est blasant. J'ai trompé de dossier. Tu me dis quand tu seras. C'est bon. Ok. Et ça revient. Et il va falloir zoomer beaucoup. Ouais, parfait. Tac, hop. Donc en gros, le concept du challenge, c'est qu'on a donc ces chats et on a deux renders de chat différents. Donc soit on peut l'afficher un peu en mode IRC, soit en mode plus des bulles comme un chat à la Signal ou SMS. Et en fait, il y a un bug dans l'application qui est hyper simple à trouver, qui est que quand on est dans une room, on peut appeler la fonction setTemplate et on peut remplacer le template par absolument ce qu'on veut. Donc on a une template injection qui est directement gratos en fait dans le challenge. Il y a quand même un système de file upload? Non, c'est pas un file upload, c'est vraiment on envoie une string et ça render ça change le template. Par contre, ça le change que pour soi-même. Yep. Donc ça veut dire que le template, on va pouvoir le changer pour soi et c'est tout. Et le problème du challenge, c'est qu'il faut aller voler le flag qui est dans un bot qui vient chatter avec vous. Dans un de ses cookies. Alors du coup, quand on va set ce template, et après quand on va faire le render du template... Du coup, c'est quand même un challenge qui peut quasiment s'osinter en sachant les failles que t'aimes bien. Parce que toi, le fameux running gag du SSTI to XSS... C'est celui-là exactement. Bah oui. Et je l'avais pas encore sorti. C'est tombé. Tu l'avais pas encore sorti? Non. Ah, je pensais. Et tu veux bien mettre un petit coup de zoom en plus par contre? Je pensais que c'était ok, mais en vrai c'est un poil. Ouais, là c'est bon. Royal. C'est un peu la lutte pour trouver les fichiers après, mais... Je sais bien. Après ton Open Editors en haut, je suis pas sûr que... Si ça sert? Non, ça sert pas. Donc ensuite, quand on va dans notre chat, ça va récupérer... Pardon, non, ça va démarrer un worker en fait. Pour chaque room, chaque chat room, ça va être un worker.js. Pourquoi j'ai fait des worker.js plutôt que de run dans le main thread? C'est parce que on va utiliser des template injection et des choses comme ça, on va aller modifier le state de l'application et que si on n'est pas dans un worker, ça va modifier le state de toute l'application, rendre l'application instable et quelqu'un qui fait des tests pour essayer de solve le challenge risque de tout casser et ça va être un enfer. Donc système de worker pour vraiment que ça isole et qu'ils puissent faire des pollutions dans tous les sens sans que eux. En fait tout ça c'était une solution un petit peu un pansement parce qu'on a dans le FCFC on n'a pas d'instancieur de challenge. On est obligé d'avoir tout le monde sur la même instance du challenge et ça c'était la version donc un peu dommage et j'espère qu'on pourra bosser là-dessus l'année prochaine. Mais du coup on était obligé de faire autrement et la solution que j'ai trouvée c'était de créer des workers. Donc ça c'est le code d'un des workers. Le worker en fait du coup il communique via des messages, ça c'est le fonctionnement classique d'un worker. Donc ça veut dire qu'au lieu d'appeler des fonctions directement, on fait comme avec des post-messages entre des windows sur des sites web. Et donc ce render, il a que trois opérations. Donc le update template qu'on disait tout à l'heure pour changer le template qui va être render. Une fonction pour ajouter des messages dans le worker avec avec du coup le contenu du message, le user ID, etc. Et le troisième truc, c'est finalement render le template. Donc en render le template, on va prendre la string qui a été envoyée et on va le render avec du coup cette string. Il y a une petite sécurité en plus qui a été mise là avec des commentaires pour prévenir un peu les joueurs.
c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je supprime en fait le constructeur de fonctions, de async function et des générateurs. C'est les fonctions avec la petite étoile. Ce qui fait que maintenant, quand on fait, je sais pas moi, un objet X, x.constructeur, normalement on devrait retrouver la fonction fonction, et là on la retrouve pas. Donc on peut pas aller la rechercher. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont essayé de bypass ce check là en essayant de creuser s'il n'y avait pas une référence à fonction à d'autres endroits. Mais je crois pas, en tout cas. Il me semble pas que ça existe. Du coup, le but du challenge, c'était de trouver un moyen d'avoir une RCE dans le template sans utiliser ces tricks-là. Est-ce que tu peux, un tout petit peu avant d'aller là-dedans, quand même, je sais que vous êtes des fous du JS et du front et de tout péter, redonner un petit peu le contexte déjà, qu'est-ce que cela permet de faire, pourquoi est-ce que tu les dégages, enfin le pourquoi on a dit pour la stabilité, mais vraiment quelles sont les manières triviales de choper la suite. En gros, quand on fait un objet, je vais ouvrir une console Node, ah oui, bah du coup, je vais l'ouvrir là. Hop, on peut le mettre en full. Alors donc là, je suis dans un Node.js, et donc je vais juste créer un objet X. X, si je regarde son constructeur, X passé. En fait, le constructeur de X, c'est la fonction objet. C'est avec ça que cet objet a été construit, en fait. Mais si on regarde le constructeur de constructeur, c'est fonction. C'est la fonction fonction. Pourquoi? Parce qu'en fait, X.constructeur, c'est object. Object, c'est une fonction. Et pour la créer, on a utilisé, du coup, la fonction fonction. Je vais dire fonction 10 000 fois, ça va être un enfer, mais j'ai pas d'autre solution. Et cette fonction fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Donc on va l'appeler f. Cette fonction fonction, elle prend du texte et elle retourne une fonction. Donc si je fais f return 42, ça va pas exécuter le code, ça va retourner une fonction qu'on va appeler ff. Et cette fonction qui a été créée, quand on va l'appeler, elle va du coup se déclencher et retourner 42. C'est clairement instantiation de fonctions à partir de texte, une sorte de parse string et faisant une fonction appelable. C'est ça, c'est un espèce de eval un peu décalé. Ouais. Parce que si on refait comme ça, comme tout à l'heure, si on fait un console log ici, called, là c'est pas, on voit pas le console log. Par contre, une fois que la fonction elle est appelée, là on a bien le console log. Voilà. Ok. Et ces objets, est-ce qu'on peut les recréer si on a perdu accès aux objets comme tu l'as fait? Alors, dans Node.js, non, pas de mémoire. Mais en cas de XSS, oui, avec des tricks d'iframe. En fait, on peut aller le chercher dans une autre window. Ouais, ok. Donc, on va pas pouvoir le recréer. Il faut essayer de soit le choper dans des objets dont on a des pointeurs ou des dessus. Si tu crées une iframe, tu vas pouvoir accéder à sa content window. Ouais. Si t'es en same domain. Et cette content window, en fait, c'est une nouvelle instance de JS qui, elle, n'a pas été patchée, en fait, s'il y a eu des patchs comme ça avant. Ok, mais du coup... Ça s'applique pas là du tout, parce que là, on est sur du server-side. En effet. Mais à supposer... Waouh. Même si on a un système de fork en server-side, il n'y a pas moyen d'aller le choper à un worker qui aurait encore un accès. Le problème, c'est que pour faire ça, il faudrait que tu aies accès à require, il faut que tu aies accès à des modules internes. Et pour avoir accès à ça, tu te retrouves dans une boucle en fait. Tu as besoin de fonctions pour avoir accès à la fonction qui va te donner. Et autre question, tu as dit iframe quand on a les mêmes. Non, t'as pas dit scope. Quand on a les mêmes origines. Même origine. Ouais, je pense. Est-ce que on peut pas toujours se débrouiller pour popper une iframe? Enfin, à supposer que j'ai XSS, je peux pas toujours me débrouiller pour popper une iframe avec la même origine? Tu peux juste faire document, create element, iframe, il faut l'ajouter au DOM à un moment. Ok. Et ensuite, cet iframe f, donc là ça va pas marcher parce que j'ai pas la lib. Oui, là on n'est pas dans un. Et ensuite, avec ce f, donc document.body.append child f, donc ça se retrouve dans le body. Faut attendre un petit peu parce qu'il y a un temps où attendre que le frame se load, donc soit on fait un f onload et on fait la suite dans un callback, donc on peut faire comme ça. Okay. Et là, du coup, on a f.content window qui est notre window et dans laquelle on peut aller chercher par exemple eval ou la fonction qu'on veut, function ou n'importe quoi. Ok, mais du coup c'est quand même un trick qu'a priori qu'on peut quasiment tout le temps reach quand on a une XSS quelque part. Ouais, mais par contre cette protection d'enlever fonction et tout ça, elle est tellement rare que Strix y sert. Je m'en suis servi quand c'était F. Ok.
Oui, de toute façon, j'imagine que faire un site qui marche, c'est déjà bien. Faire un site qui a été redonné, c'est vraiment le step d'après quand t'as le time, quoi. D'ailleurs, tu fais bien en fait de me poser ces questions parce que ça, c'était un bypass d'un de mes challenges. Ah. Enfin, un bypass, c'est une solution alternative d'un des challenges qui était intéressante aussi et qui était tout aussi dure, donc on l'a laissé. Mais bon, on en parlera peut-être plus tard. Classique. Vas-y, fin de parenthèse. Tout ça pour dire. Vas-y. J'allais dire, pour ceux que ça intéresse, ce type de tricks, ils peuvent regarder le GitHub de Lavamote, du coup, qui est utilisé notamment par MetaMask et qui a pour but de justement mettre en place une sandbox qui empêche ces leaks d'origine, enfin ces leaks d'objets Windows, qui essayent de complètement bloquer le. Tu peux le mettre dans le chat, ouais. Dans le chat et mon petit mémo, Bitka, Mizu, pensez à garder votre historique en fin de stream, genre fermez pas vos browsers à usage unique. Comme ça, je pourrais récupérer tous les liens et les mettre en description. Ce qui est tout le temps le cas, mais des fois, c'est plus ou moins fastidieux à récupérer que d'autres. Genre là, le stream Rust, passer un certain temps à aller recreuser en me disant putain, on parlait de quoi, à quel moment. Du coup, la solution du challenge, en fait, c'était pas du tout d'aller chercher de remonter dans les objets. Donc, la solution du challenge, en fait, c'était qu'il y a un bug juste dans le parseur de Nunchuk.js. Donc, Nunchuk.js, en fait, c'est une implémentation des templates Jinja de Python. C'est la même syntaxe, mais en JavaScript. Comme ça, ceux qui connaissent le Python, ils seront pas tout à fait perdus. Mais il y a un petit bug, en fait, c'est que quand on va définir un template, on va faire par exemple set x égale test, on va définir une variable. Jinja, en fait, il va convertir tout ça en une fonction JavaScript qui va output du texte. En fait, il va convertir ça en quelque chose du style fonction x égale test. On va faire hop. Et en fait, il a une espèce d'output ici. Et si mon template, alors ça je peux peut-être le faire en dessous parce que genre, la couleur sera plus facile à lire. Et le template il va rester là. Et donc là j'affiche X. Et en gros ce bout de template là il va être remplacé par quelque chose de style comme ça en fait. Output plus égale X et return output. Donc là on voit qu'il a converti cette ligne en celle-là. Il a converti l'ajout du X dans l'output par ça. Et ensuite il retourne du coup l'output. C'est un peu ce que fait Nunchuk en interne. Mais en fait, Nunchuk en interne, je me suis rendu compte d'un bug, vraiment en faisant une faute de frappe en développant l'épreuve. C'est que si on fait, si on appelle notre variable x quote comme ça, on se retrouve avec un x quote ici. Alors c'est pas exactement la même syntaxe, il me semble que c'est pour faire plus, c'est vars et ça fait quelque chose comme ça en fait. Voilà, c'est plus ça la réalité. Et là, ça fait vars de x. Mais du coup, on se retrouve dans ce cas-là, il y avait un bug, et du coup, la code se retrouve là. Et en fait, on sort de notre contexte de string. Et ici, on pouvait continuer à faire, par exemple, bon là, je mets plus alerte 1, comme si c'était une XSS. Mais ça va se retrouver là. Attendez, hop, plus alerte 1. Tac. Et du coup, on se retrouve avec notre code qui va être run dans un contexte complètement différent, qui n'est pas une string, et on va pouvoir évaluer du code arbitraire. Il y avait une regex qui protégeait, en fait, enfin qui vérifie qu'on est toujours dans un nombre de variables. La regex oubliait les doubles quotes ou les simples quotes, je sais plus quels c'était. Mais on n'avait pas le droit à tous les caractères. Par exemple, là j'utilise plus, mais en fait on n'avait pas le droit à plus. Par contre, on avait le droit à 2, 3, on n'avait pas le droit aux parenthèses. Donc pas le droit aux parenthèses, ça fait qu'on peut pas appeler de fonction, ce qui était un peu gênant. En revanche, dans la liste des caractères autorisés, on se retrouvait avec le backtick, qui est assez magique, le caractère et le caractère ou et point. En gros, on avait à peu près ça qui était intéressant, plus AZ09 classique, underscore, un truc comme ça. Ouais. Mais en gros, on a à peu près accès qu'à ça comme ponctuation, mais ça suffit en fait. Parce que du coup, quand on est sorti de notre X ici, donc je vais mettre 2 curseurs pour qu'on voit à peu près en même temps ce qui se passe. Donc on a le droit aussi à la simple quote, X ici. Donc je mettais ma simple quote. Ensuite, je pouvais faire un et pour juste faire une autre opération derrière. Et avec des backticks, alors qu'est-ce que j'allais faire? On pouvait appeler c'est vrai qu'avec eval. le ou t'es niqué en fait. En fait,
Je pouvais appeler fonction directement parce que je l'ai supprimé des constructeurs prototypes, mais le mot-clé fonction existe toujours. C'est-à-dire que si on ouvre le node comme tout à l'heure on s'est embêté à aller faire x.constructor.constructor, mais en fait fonction il existe aussi dans le scope global, quoi. Si on fait this.function, c'est quelque chose qui est juste, c'est une globale de JS. Donc une fois qu'on a récupéré cette fonction-là, je vais utiliser un call en JavaScript via des templates que je vais recall. Alors qu'est-ce que c'est que ce call un peu bizarre en JavaScript? En fait en JavaScript on peut définir des fonctions de templating. On la voit des fois utilisée dans des libs pour on voit des choses comme ça, comme SQL ou comme GraphQL avec des backticks. Quand on va appeler une fonction avec des backticks, en fait ce qui se passe c'est ça. Alors la fonction f, on va faire, on va voir ce qu'il y a comme argument. Tac. Hop. Ah oui. Donc on va l'appeler TPL. Donc quand on colle un template avec des backticks, donc on va pouvoir faire test, et en fait on voit que l'argument, ça a passé un argument qui est donc une liste, et en fait donc dans cette liste d'arguments, le premier argument que je reçois, donc si on regarde ici, je peux faire first rest, comme ça on verra ce qui se passe. On voit que le premier argument qu'il va recevoir, c'est une liste de strings qui contient test, et après le reste rien. Mais en fait, ce qui se passe exactement dans ce genre de template, c'est quand on va passer des variables dedans, enfin des choses à évaluer dedans, ça va changer un peu de test, et on va mettre after. On voit en fait qu'on reçoit une première liste qui contient toutes les strings qui sont en dur, et ensuite un tableau qui va contenir la liste, enfin pas un tableau, mais le reste des arguments, ça va être tous les trucs passés qui sont évalués au moment qui sont évalués dans ce template en fait. Donc on a un système de backtick qui fait un appel de fonction quasi legit, voilà, un système de contrôle... paramètres qui vont être évalués en 2 temps, ou en tout cas parsés en 2 temps et renvoyés en premier chunk, deuxième chunk, suivant les types ou suivant juste le système de braces. Non, en fait si là je fais 2, en gros on va recevoir en premier une liste de strings, et après la liste des trucs à mettre dans la string entre les parties en fait. Pourquoi est-ce que tu as un string vide qui vient d'apparaître? Parce que là il y a une string vide après le 2. Ok, oui, fine. Donc voilà, il y a une string vide. Bienvenue dans le monde du JS. Allez, puis le WTF, je rajoute le mien. Mais du coup, ce qu'on peut faire, c'est que vu qu'on peut call, on peut appeler une fonction à partir du moment où elle accepte, en tout cas, au premier paramètre, un tableau. Un exemple d'utilisation de ça, ouais, justement, je parlais tout à l'heure de SQL. En fait, si tu fais SQL, est-ce que j'ai pas d'exemple là sous la main, mais en gros, il y a des templates où tu vas faire des trucs, où tu vas voir ça dans du code et tu vas te dire select username from username from user where name égale hop, et là tu mets ton name Toto. Imaginons que tu vois ça dans du code, tu vas tout de suite prendre peur. Tu vas te dire, et là Toto, c'est pas Toto, c'est arg quoi, c'est rec.arg search. Tu vas voir ça dans du code et tu vas te dire quel enfer, c'est forcément vulnérable aux injections SQL. Sauf qu'en fait, si on regarde ça et qu'ici on va pas faire rec search, je vais juste mettre une string en dur qu'on va appeler Toto et on va l'appeler sur TPL. Et ben en fait, on se retrouve avec nos trucs séparés. Et du coup, on va pouvoir ici sanitize nos trucs comme il faut, ou remplacer, plutôt que de mettre Toto, on va pouvoir mettre un $1, et après passer ça comme liste d'arguments à notre SQL et avoir un truc de sanitization en fait. Ça permet de rendre des strings tout en gardant la notion qu'il y a des trucs constants qui sont sûrs d'être safe et des trucs qui viennent de l'extérieur qui sont pas sûrs d'être safe et du coup qui méritent d'être observés. C'est si misleading pour un attaquant qui se dit oh super, tu vois ça, tu te dis c'est t'as gagné quoi. Misleading pour un dev à qui on a dit depuis des années arrête de faire des bouts de données où tu mélanges ta sémantique et ta donnée, donc ton code et ta data quoi. Et là on lui dit ouais t'inquiète, mélange tout. Mais en vrai ça va bien se passer. En vrai c'est sympa de écrire, c'est hyper élégant et en fait quand t'as plus que ça qui est exposé, en fait tu peux plus faire d'injection SQL parce que dans les strings en raw là, il y a aucun moyen de mettre autre chose qu'une string en raw qui est tapée telle qu'elle là.
Donc finalement, ça rend même le truc plus safe, j'ai envie de dire. Ouais, mais quid de la personne qui a pas vu que c'était des backticks et qui se met à juste copier et coller ça avec des simples quotes ou En fait, non, parce que s'il l'appelle avec des parenthèses plus qu'avec des backticks, il va recevoir qu'une seule string, il va pas recevoir tout le bordel avec les trucs comme ça, et tu peux les détecter. Excuse-moi, je suis complètement d'accord, mais la personne qui voit pas qu'il y a TPL au début et qui met juste des backticks et du coup son $braces Toto devient vraiment de l'interpolation de string. C'est un truc que t'as raté, c'est que TPL, il faut pas qu'il renvoie une string, il faut qu'il fasse, quand tu fais SQL, non, il renvoie le tableau. Il renvoie le résultat de la requête. Avec first rest. Non, il renvoie le résultat de la requête, sinon. Et là, tu pourras avoir const rows et tu pourras avoir ton SQL qui fait directement ta requête. Et comme ça, t'es sûr d'être safe. Il y a pas de. Si t'as pas d'autre moyen d'invoquer l'exécution de la requête, ouais. En vrai, c'est pas si mal. Ouais, enfin après, on dit ça, les gens ils vont juste faire en sorte que le Toto il ait été string formaté plus haut et ils vont le mettre à la fin, non? Mais tu peux pas le mettre dedans. Tu peux pas le mettre ailleurs. Ouais, non, t'as raison, c'est intéressant. Hein. En fait, tu peux vraiment pas le mettre ailleurs. Tu peux mettre de variables dans ta partie. Les premiers arguments sont forcément dans ton code. Il y a aucun moyen qu'ils soient ailleurs. C'est une syntaxe alternative pour du prepared statement. Ouais, un peu, voilà. Enfin, mais ça fait pas du prepared, mais ouais. Il n'y a pas l'échange serveur et l'uncheck. Mais en gros, tout ça pour dire qu'on peut appeler une fonction avec en premier argument un tableau qui contient des strings. Mais en fait, on peut appeler la fonction avec ça, et on fait par exemple return 42. La fonction va recevoir comme argument un tableau avec 42, avec return 42. Mais en fait, quand tu fais ça, si tu fais un tableau qui contient juste return 42 et que tu fais toString dessus, pardon, un tableau. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Wow, t'as fait CTRL-0. Ouais, hop, je suis à la bonne taille là. C'était nickel. Ouais, les deux sont ok. Si je fais ça, en fait, ça me renvoie juste la string comme ça. Donc en fait, la fonction là, elle est call avec return 42 et elle va bien retourner une fonction que je peux appeler qui me renvoie 42. Mais du coup, ce que je peux faire, c'est une fois que j'ai ce retour de fonction, bah, je peux l'appeler directement encore avec des backticks. Et du coup, ça l'appelle avec n'importe quoi, on s'en fout, j'ignore les arguments et du coup, elle est call. Donc là, on a notre call de fonction arbitraire et d'exécution de code complètement arbitraire. Ça, oui, nickel. On peut revenir sur le toString avant. Pourquoi est-ce que ton tableau te renvoie pas? Bah ouais. C'est JS, c'est comme ça en fait. Si t'as plusieurs éléments, il va te mettre des virgules entre les éléments. Et il va appeler toString sur chaque élément. C'est un axiome de départ de JS, très bien. Mais le vrai en fait bug, c'est que fonction accepte du coup d'avoir un tableau en paramètres. Alors que si je dis pas de bêtises, eval accepte pas, je crois. Si je fais. Ouais, non, ça accepte pas, il me semble. Console log 32. Il renvoie une string, il a pas évalué. Enfin, du coup, vu que c'est un tableau, il va juste renvoyer la valeur. Après, qui évalue des tableaux finalement? Bah, personne, mais qui fonction des tableaux? Bah, certains systèmes de templating, faut croire du coup. Bah non, bah pas avec fonction, il y a pas de raison. Ouais, y a pas. Donc en gros, c'est tout ça pour dire que finalement, avec si peu de caractères, bah en fait, on s'en sort très bien. Donc là, on va faire notre fonction. On se retrouve donc ici. J'enlève tous ces backticks là, j'en étais là. Donc j'ai fonction comme ça, je le recolle derrière, et là, je peux faire ce que je veux. Donc, je peux faire mon attaque là. Donc là, j'ai a priori arbitrary code execution dans un worker. Le problème de ça avec ma RCE, c'est que le conteneur il est en read-only. Je peux pas les modifier les sources. Que le data que je reçois, il est déjà chiffré par le client. Et qu'en fait, je peux rien faire. Et t'es dans un worker aussi. C'est quand même le truc assez chiant aussi. Ouais. Voilà, donc en fait, j'ai beau avoir une RCE, c'est une RCE finalement qui est CVSS 1 parce qu'en fait, il y a rien à faire quoi. Attends, ça veut dire quoi? Là, t'as pas RCE, t'as. Ouais, si, t'as RCE. Bah, c'est RCE parce que ça si, c'est du code. Chose. Ouais, donc. Ouais, mais t'as XS. Ah non, on a dit que c'était backend. Non, c'est du backend, donc t'as techniquement RCE, mais ton Docker est entièrement read-only. Et la data qui rentre dans le conteneur, elle est déjà chiffrée. Ouais. Comment ça, la data qui rentre dans le conteneur? Oui, ok. On a dit que c'était un chat chiffré. Mais en soi, ouais, mais donc en gros, tu te retrouves avec de la data qui est le message chiffré que tu veux déchiffrer, qu'elle flag, mais il t'arrive déjà chiffré d'une manière qui est même pas chiffrée, j'ai envie de dire, elle est cryptée, puisque en fait c'est un XOR de la même taille que le plain text. Le fameux one-time pad. Voilà. Donc c'est peut-être le seul moment où on peut utiliser crypté pour ce genre de challenge. Littéralement. Après, tu connais la clé, donc c'est pas crypté. Non, la clé elle est random à chaque fois.
Ah bah non, c'est crypté. Bien joué. Donc non, l'information est littéralement détruite. Mais donc c'est même pas crypté, c'est juste voilà, tu reçois des random bytes. Oui, donc l'idée du truc, c'est qu'une fois qu'on avait ça, il fallait se dire, bah si je veux avoir l'information, le flag, le seul endroit où le flag existe finalement, c'est dans le navigateur de la victime. Et donc il faudrait que je trouve une XSS pour pouvoir l'avoir à ce moment-là. Le problème de ça, c'est qu'on peut remplacer le template que pour notre user et pas celui du bot. Mais maintenant avec les RCE on peut le faire en fait, puisqu'on est dans ce contexte de worker, on a le nom des templates par défaut, et on peut remplacer le template de notre admin. Donc on va pouvoir, dans notre template, mettre une XSS, donc on va pouvoir faire ça à PipeSafe. Donc grâce à notre RCE on remplace le template de l'admin avec, du coup je le fais vite avec un script, mais du coup l'idée du script ça va être d'aller trouver l'input, qui est le formulaire où l'admin va rentrer son password. À chaque fois qu'il y a un event change, ou à chaque fois que l'admin tape quelque chose dedans, on va récupérer ce que l'admin a tapé, et on va le réenvoyer au serveur pour essayer pour pouvoir le récupérer en fait, avant qu'il soit chiffré. Donc en gros, grâce à notre RCE, on envoyait une XSS à l'admin. L'admin déclenchait la XSS. On récupérait le contenu donc en clair avec le flag. Et on envoyait en fait ce contenu de retour vers le serveur. Alors il y en a qui ont fait différentes techniques. Moi, ce que j'avais prévu, c'était en fait, on pouvait réappeler cette template, et du coup, on pouvait re-update le template de l'admin avec le flag. Et après, nous, de notre côté, on allait voir en boucle si le template de l'admin avait changé et s'il contenait le flag. Donc l'idée, c'était vraiment de partir d'une template injection, RCE un worker, que le worker renvoie une XSS, et que la XSS renvoie la réponse au worker, qu'on puisse aller récupérer plus tard avec la RCE. Et là, il y a eu un maxi bypass en fait. C'est qu'en gros, tout ça, ça se basait sur le fait qu'on n'avait pas le user ID complet de l'admin, qui servait aussi de clé d'authentification. Mais en fait, dans toutes ces histoires, ce que j'ai oublié, c'est que le user ID de l'admin, et ben en fait, je le passais au template. Il se retrouvait ici avec author user ID. Et en fait, normalement, je le strippais dans les templates et je le réduisais pour pas qu'on l'ait en entier, etc. Mais du coup, ce qui suffisait de faire, c'était de faire un template qui faisait user ID. Et en fait, le user ID s'affichait complètement et on pouvait bypass toute la partie XSS du challenge. Et ça, il a fallu 6 jours pour que quelqu'un le trouve, quoi. C'est beau. Enfin, 6 jours, non, je sais plus combien c'était, 4-5 jours pour que quelqu'un le trouve. Et quand j'ai demandé, du coup, à la première personne qui a réussi le challenge, comment il a fait, sachant qu'il y avait déjà eu des solves legit avant, sans ce bypass-là. Et du coup, j'ai pu corriger l'épreuve et la ressortir, mais on avait déjà un joueur qui avait réussi, qui avait même pas vu lui non plus le bypass. Moi, je l'avais pas vu. Et Kevin non plus, en ayant testé, il l'avait pas vu. Bah, faut y penser. Là, vu qu'on sait que c'est un challenge, ça invite un peu à. Tu imagines le scénario qui est attendu derrière. Tu considères même pas le fait que ça puisse s'arrêter net avant d'avoir fait le full pass, quoi. Ouais, non, bien sûr, mais j'ai envie de dire que c'est quelque chose qui se produit aussi en bug bounty ou en pentest ou même en audit. C'est-à-dire qu'à force de se dire c'est secure, on oublie des fois des trucs tout bêtes et en regardant comment est fait la fonction de sécurité qui est hyper compliquée, on oublie qu'il y a un truc à côté qui passe complètement à travers. Et faut du coup bien tout lire et bien être sûr de pas juste partir sur les a priori alors qu'on a tendance à le faire. Et j'ai envie de dire, plus on a d'expérience, plus on part sur les a priori. Et finalement, c'est quelqu'un qui était moins expérimenté qui a trouvé le bug que les joueurs habitués de CTF, qui eux l'ont pas vu. Comment avez-vous trouvé le bug? Écoutez, j'ai qui type. Non mais voilà. Ouais. Donc voilà le bug et un peu le bypass qu'il y a eu qui enlevait donc toute la partie de la fin. Et même ça rendait le truc vraiment trivial, quoi. C'est beau. Le joueur était un peu déçu du coup que son challenge passe en facile et qu'il n'ait pas les points du hard, mais il a quand même gardé les points de son bypass. Et il a eu des points bonus aussi. C'est ce qu'on faisait à chaque fois, c'est comme ça quand on fait un bypass, on donnait quelques petits points bonus. En vrai, voir, sinon si les gens sont pas chauds pour remonter les Unintended, s'ils disent juste le chat va se faire baisser les points, j'ai quand même cramé du temps, faut qu'il y ait un petit reward, un petit... J'ai envie de dire, souvent les premiers solves, c'est des joueurs qu'on connaît. On l'a déjà vu, c'est des joueurs qui ont l'habitude de faire du CTF.
et qui ont du coup respectent un peu cette étiquette de CTF, qui sont eux aussi d'un côté qui ont écrit leur propre challenge, qui savent que ça fait de se faire bypass complètement un challenge. Et quand ils sentent que c'est trop facile, en général c'est eux qui viennent nous voir pour nous dire attends, là j'ai un truc, je suis quasiment sûr que c'est pas bon, est-ce qu'on le patch, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que donner quelques points de bonus, c'est une bonne solution. Alors, et puis ça donne quand même un peu de motivation sous-jacente pour faire ce qui est bien, quoi. C'est oui, bien c'est faire ça, ce qui est bien puis... sans être payé. Mais... Bien sûr, mais en plus on a des logs et on les voit, on voit passer les choses. Donc voilà. Ah oui, alors comme ça, c'est vous qui faites des challenges pour récupérer des 0 day et ensuite les utiliser en bug bountin, c'est ça? Exactement. On fait des challenges, en fait il n'y avait pas de solution au début, on les connaissait pas. On a tout noté. Excusez-moi, est-ce que vous seriez pas du real world CTF? C'est exactement, ouais. Donc voilà le challenge. Si vous voulez le tester, vous pouvez aller sur Acropole, le site qu'on a montré tout à l'heure, où on va redonner le lien plus tard. Et il est disponible, il y a un Docker, vous pouvez juste le run et aller jouer avec. Et il y a des solutions disponibles sur internet, ou peut-être même dans Acropole. Et du coup, le solve.py, il ressemble à ça, tout le script de solve. Donc on crée une room. On remplace le template avec notre attaque, on récupère les messages, on envoie l'access à l'admin. Et en gros, les attaques, ça va être des choses comme ça. Ça, c'était make CSS. Donc, à l'intervalle régulier, j'ai la regarde du contenu de l'input. Et après, je me le renvoyais via un set template dans une room dédiée. Et la payload pour sortir du... Tu les boudes, les f-string dans les grands blogs? Là, je vois que tu le fais différemment. Je me demande s'il y a une vraie raison. Pourquoi je fais une string à des endroits et pas à d'autres endroits? Ouais. Ça dépend si je veux utiliser des accolades dans mon code et que je me retrouve à devoir faire des accolades en double de partout ou pas. Ok, faire. Voilà. Ouais. Est-ce qu'il y avait un truc important aussi à noter vis-à-vis du challenge, c'est qu'il n'y avait pas internet? Oui, le bot a pas accès à internet, on peut pas juste exfiltrer le flag via internet. Tu fais un oracle. Tu regardes combien de fois tu arrives à faire crasher la page pour leaker un byte. En vrai, c'était la solution d'un CTF il y a quelques temps où le seul oracle qu'on avait, c'était Chrome qui crashait ou pas. Et il fallait trouver un crash de Chrome. Votre challenge est instable. Non, it's intended. Don't worry pas là. Ça va bien se passer. Voilà, donc ouais, sur le Acropole, il qui a envoyé le lien du challenge et il y a la version avec le bypass et sans le bypass du coup. Si vous voulez commencer par la première. Tu veux parler de ton chal Le premier étant, là le challenge c'est Web Noise et il y a Web Noise Harder. J'ai envoyé les deux dans le chat, les deux liens. Quel boss. Eh bien, vous voulez qu'on passe au suivant? Parce que on se demandait de quel challenge on fait, combien de temps on passe. Soyez informés, on vient de passer 1 heure. Ouais. Voilà. Wow. Je sais pas combien vous aimeriez. Attends, je vous remets en mode scène, blabla. Sachant que ce challenge, t'avais passé combien de temps toi pour le solve, Kevin? Quasiment une journée, non? Ouais, un peu plus d'une demi-journée, je pense. Plus proche d'une journée qu'une demi. Donc voilà, on s'attendait à que ça soit quelque chose de compliqué, quoi. Et que c'est un challenge que j'aurais pas sorti sur un CTF qui durait pas une semaine, je pense. Ouais, bah ça doit pouvoir se solve en 4 heures, 8 heures avec un peu de brainstorm, du tryhard et temps focus. Ça dépend. Mais le truc, c'est que du coup, tu fais que ça dans toute ta nuit, quoi. Ah, c'est chaud, 4 heures, c'est chaud quand même. Hein. Ouais, il y a beaucoup de. Rien que trouver le premier bug dans la lib. Le système templating. Attends, j'ai plus ton écran de broadcaster. Si tu veux, je peux le remettre. Bon, je monte pas grand chose là, mais j'ai rien que trouvé le coup de la côte pour sortir et tout, c'était. Ouais, le système templating avec ce que t'as montré en double curseur tout à l'heure, c'est. Bah faut voir un lab en local quoi. Pour l'avoir en blind, là tu vas directement cramer un temps de fou. Ce qui était hyper dur aussi, là la manière dont il l'a expliqué, ça donne l'impression que c'était simple, mais c'est à partir du moment où tu as l'exec de code, récupérer la référence d'envoi de message du bot, c'est un peu un enfer. En gros, faut que tu remontes par le pipe, que tu hook l'intégralité des messages qui passent pour pouvoir récupérer celui du bot. Avec cette partie-là, elle est pour moi tout aussi dure que la première step. Et ouais, c'est. J'en ai pas du tout parlé. Ouais. Ok. Bah après, c'est pas la partie qui s'est fait Nintended parce qu'elle était béton. Non, justement, c'est celle-là qui s'est fait Nintended avec le coup du template. Je crois, ah bah oui, du coup, t'avais plus. Oui, en effet. Du coup, c'est pas grave, ça fera un exercice pour ceux qui veulent tester le challenge. Il leur restera quelque chose à trouver.